Rebonjour à tous, grand merci à vous de vous être connectés. L'inscription sur LinkedIn a été très réussie puisque nous avons en fait plus de 190 personnes qui souhaitaient donc assister à ce webinaire aujourd'hui dédié à la connectivité enrichie. Je suis Thierry Gaillet, donc chez Orange Innovation, et j'ai la chance d'animer un écosystème de partenaires dont vous faites partie, hein. Vous êtes tous des professionnels de l'IoT. Un grand merci à vous de vous être connectés ce matin. Et nous allons en fait être accompagné de Marc Delin, également d'Orange Innovation, donc en charge des différentes solutions IoT, mais également de Grégoire Dechangy, qui est responsable marketing des offres de connectivité, qui nous rejoindra et qui fera un panorama complet des différentes offres aujourd'hui. On va parler directement de cas clients avec donc différents exemples qui illustrent les différents types de connectivité que nous proposons aujourd'hui. Et vous verrez que non seulement elles sont très variées, mais en plus, souvent, elles sont hybridées, c'est-à-dire qu'on peut cumuler plusieurs types de connectivité pour répondre à des solutions particulières. Ça sera donc couvert par Grégoire, la partie plateforme par Marc tout à l'heure. Et puis, je reviendrai à la fin pour expliquer donc comment vous accompagner au mieux dans vos différents projets pour vos clients finaux en fonction des use cases, en fonction des types de plateformes et de connectivité dont vous aurez besoin. Alors, commençons tout de suite par le domaine automobile. C'est très à la mode aujourd'hui. On a beaucoup d'actualités à la fois chez les constructeurs. Je ne sais pas si vous connaissez Lithium Motors. En fait, c'est un challenger de Tesla, une nouvelle marque américaine de véhicules premium électriques, bien sûr, qui avait besoin en fait d'utiliser la connectivité partout dans le monde et en particulier en Europe, avec un cadre législatif particulier et surtout des besoins très très riches en matière à la fois de sécurité, d'infotainment, mais également de fluidité de l'expérience client dans les voitures. Donc c'est vraiment typiquement un accompagnement complet depuis le design de cette connectivité multiple dans les véhicules, mais aussi l'intégration sur les différentes chaînes de production. Alors, toujours en restant dans l'automobile, donc nous avons deux exemples. Le premier avec Coyote. Vous savez, c'est une solution très pratique pour retrouver des voitures ou des motos volées. Alors, c'est un device très très bien fichu avec une technologie propriétaire. Et ils ont choisi en fait d'accompagner leur technologie propriétaire avec une connectivité LoRaWAN de manière à faciliter le travail de ceux qui recherchent les voitures volées pour justement dans les espaces un petit peu compliqués comme des parkings ici, les retrouver plus facilement. Autre exemple également avec Roule, équipé de trackers Abiway. Donc c'est le même use case, hein, c'est retrouver effectivement des véhicules qui ont été égarés ou volés. Et l'idée, c'est de compléter encore une fois des technologies propriétaires par du LoRaWAN, avec une grande force de ce réseau qui est la robustesse au brouillage. Donc il est très difficile de brouiller ce type de connectivité, contrairement à du Bluetooth ou du Wi-Fi. Et donc, on a des solutions qui sont très, très robustes. Alors, tout ne tourne pas autour de l'automobile, hein. Nous avons évidemment des solutions pour des véhicules plus légers, hein, comme des scooters, des vélos, mais aussi d'ailleurs des trackers pour des personnes, des animaux, avec Invoxia, en fait, qui a un parc très, très important de trackers. Et là aussi, on se repose sur LoRaWAN pour retrouver justement ces différentes personnes, ces animaux ou ces différents véhicules, avec une technologie qui a été vraiment miniaturisée de manière à pouvoir l'intégrer, par exemple, comme vous le voyez ici, dans les feux arrière de vélo. C'est très discret et très efficace. Autre exemple, nous sommes très fiers, c'est donc toute la partie chantier. Vous savez que ce sont des environnements très difficiles en matière de cage de Faraday, en matière d'exposition des ondes. Et là aussi, le réseau LoRaWAN permet de faire une supervision, de faire un contrôle de ces chantiers. Et nous travaillons par exemple avec UBI, qui crée à la fois une plateforme complète de suivi et de monitoring pour ces chantiers et qui accompagne justement les différents maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage sur ces chantiers. Alors, si on se place maintenant dans le domaine agricole, on a eu la chance d'animer en fait plusieurs sessions au Salon de l'Agriculture récemment, et on travaille notamment avec Winat et Metos. Metos est un constructeur autrichien qui crée lui aussi des stations météo pour l'agriculture. Alors, le propre de ces stations, c'est qu'elles intègrent maintenant des solutions de reconnaissance d'insectes pour identifier des nuisibles en fait et des vagues d'insectes qui se propagent.
Et pour ceci, ils font appel à la technologie LTE-M, à la fois pour avoir une connectivité plus riche, plus performante, mais également pour avoir une couverture pan-européenne et avoir le même produit partout en Europe, quelle que soit la connectivité. Ça, c'est une chose qui se développe énormément dans l'agriculture, ainsi que les robots. Nous avons beaucoup de partenaires aujourd'hui qui font des robots autonomes, comme celui-ci chez Vitibot, hein. C'est un robot enjambeur qui, en Champagne, par exemple, va monitorer en fait tout ce qui se passe sur les différents plans de vendange et agir directement, couper, surveiller, etc. Alors bien qu'il soit complètement autonome, en fait, ce robot est totalement connecté de manière à pouvoir être pris à distance en contrôle complet à partir d'un simple smartphone en LTE. C'est de la 4G, tout simplement, qu'on utilise. Alors, toujours pour rester dans le domaine agricole, donc là, c'est de la 5G cette fois-ci, avec Meropi. Donc, c'est un autre type de robot, vous voyez, beaucoup plus léger, qui se déplace sur des parcelles de plusieurs hectares et qui va inspecter, en fait, les plantations sur les parcelles pour détecter, en fait, des problèmes, des maladies, des mauvaises herbes, etc. Et donc, comme ce sont des caméras très haute résolution, on a un volume très important qui doit être monté le plus temps réel possible. Et donc, la 5G fait des merveilles pour ça, avec ses performances accrues pour traiter ces différents soucis sur les champs. Alors, en environnement beaucoup plus contraint industriel, donc également beaucoup plus vaste, hein, vous avez donc à Dunkerque un centre de traitement ArcelorMittal pour l'acier, c'est un des plus grands d'Europe, avec des coulées vraiment très impressionnantes. Un environnement très compliqué, hein, c'est les cages de Faraday partout, et aussi bien en extérieur qu'en intérieur. La 5G, là aussi, démontre toute sa performance pour à la fois monitorer tout ce qui se passe sur les différentes chaînes, sur les trains de coulée, mais également pour relier les différents opérateurs, les agents de maintenance aussi, pour qu'ils soient informés en temps réel, pour qu'ils puissent saisir sur les terminaux d'Ursi tout ce qui se passe, et donc de sécuriser et d'optimiser en fait toute la production du recyclage de l'acier. Donc la 5G vraiment répond à toutes ces promesses sur ce site, particulièrement compliqué en matière d'ondes électromagnétiques et d'environnement, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, si on revient à un environnement plus calme, ce sera la dernière référence aujourd'hui. On a beaucoup de références, hein. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous les citer tous. En environnement plus résidentiel, vous avez Tico, qui est une start-up suisse rachetée par le groupe Engie, qui développe en fait des solutions d'optimisation énergétique. Donc, il s'agit en fait de superviser la consommation de chauffage via des petits boîtiers en fait qui se mettent sur les radiateurs électriques, mais aussi sur les pompes à chaleur. Et donc là aussi, c'est un gros volume, encore une fois, hein, c'est plus de 800 000 radiateurs qui seront équipés en 5 ans. Et là, c'est du LTE-M, là encore, qui a été choisi, d'Orange, bien sûr, pour donc équiper ces différents boîtiers et de répondre à des contraintes énergétiques très importantes. Alors, c'est un accompagnement qui fait partie d'un programme qui s'appelle IoT Continuum, dans lequel nous agissons avec ST Micro, avec Sierra Wireless, avec Lacroix aussi, le groupe Lacroix, pour industrialiser les produits. Et on en parlera tout à l'heure parce que ça peut vraiment vous intéresser. On vous accompagne pour à la fois toute la partie design, implémentation, test et également industrialisation avec donc nos partenaires industriels. Voilà, donc c'était quelques exemples que je voulais vous citer. Juste un point aussi sur notre chaîne de valeur, parce que vous êtes tous, encore une fois, professionnels de l'IoT. Nous avons une chaîne qui va du monde physique au traitement de données. Et on voit deux évolutions majeures aujourd'hui. Je pense que je les partagerai. Enfin, j'espère qu'on pourra échanger donc, sur ce sujet à la fin de ce webinaire. Vous avez un premier axe qui est le déplacement vers les services. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de fabricants d'objets qui aujourd'hui donc développent leur propre environnement, leur plateforme, parfois des solutions verticales également. Et puis un deuxième effet dans l'autre sens, cette fois-ci, qui est l'edge computing. De plus en plus, les objets deviennent intelligents avec donc une capacité à réagir avec des modèles et un apprentissage qui peut être fait soit dans l'objet, soit dans le cloud, mais qui ensuite est téléchargé sur l'objet de manière à pouvoir agir localement. Donc, c'est des grandes tendances. Notre chaîne de valeur évolue beaucoup et nous sommes partie prenante puisque effectivement, on est en position centrale avec à la fois la connectivité, mais aussi les plateformes de middleware qui, j'espère, vont vous aider justement à développer beaucoup de solutions. Alors, vous êtes partout ici. Alors, certains sont à plusieurs endroits en même temps, hein. Encore une fois, vous pouvez très bien fabricant d'objets, à la fois intégrateur, fournisseur de solutions.
Et donc, c'est un monde où on va tous essayer de partager ensemble un gâteau le plus gros possible sur le monde de l'IoT au sens large. L'IoT recouvrant maintenant des notions beaucoup plus importantes que de simples capteurs. On trouve des caméras, on trouve des AGV, on trouve tout type d'objets plus ou moins sophistiqués. Et je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier. Là, j'ai fait une petite liste qui est publique, hein, c'est celle que vous avez sur LinkedIn, avec tous ceux qui souhaitent donc participer à ce webinaire. Je sais que tout le monde n'a pas forcément pu se connecter ce matin, mais en tout cas, grand merci à vous. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Grégoire pour la partie multiconnectivité. Donc, je vais autoriser Grégoire. Bonjour à tous. Oui, donc on va très rapidement revoir un petit peu la vision d'Orange sur le portefeuille de connectivité, des différentes connectivités qui peuvent être utilisées sur l'IoT. Comme l'a dit Thierry, j'ai ce matin un petit peu de lag. Voilà. Donc, on a toujours je dirais, ce panorama des multiples connectivités qui peuvent être utilisées pour l'IoT. Vous le savez tous, il n'y a pas une connectivité un type de connectivité, une technologie qui va permettre de satisfaire tous les besoins. On va avoir des grandes familles et dans ces familles, on va avoir des différents, je dirais, des petites nuances qui vont permettre de mieux de mieux affiner véritablement pour avoir la bonne technologie par rapport à votre cas d'usage. Ce qu'on peut noter là, qui est important, c'est l'arrivée, je dirais, d'un nouveau écosystème, qui est l'écosystème des satellites, dont on commence pas mal à parler, qui est en phase de maturation, très clairement, sur lequel je parlerai juste un petit peu après. Orange commence vraiment à étudier cet écosystème, mais on est quand même sur, depuis, je dirais, 3-4 ans, on est quand même sur des technologies qui bougent pas d'un point de vue de leurs promesses. Ensuite, si on regarde par rapport au portfolio d'Orange, on a un portfolio de technologies. Donc, on a un portfolio technologique, je vais rappeler, on est présent sur le Wi-Fi, on est présent sur la technologie LoRaWAN pour le LPWA, sur le LTEM aussi. On a un partenariat avec Inis qu'on a signé pour découvrir un peu plus la technologie, comprendre un peu comment le satellite fonctionne, comment ce nouvel écosystème, quelles sont ses promesses. Et on a bien évidemment les technologies, je dirais, plus classiques sur lesquelles on est connu, allant de la 2G à la 5G, avec là-dessus pas mal d'évolutions dont on va parler, les évolutions qui sont dues, je dirais, à un grand mouvement qu'il y a au niveau des télécoms. C'est toute l'industrie actuellement qui est en train de renouveler le portfolio de technologies. Et on a des changements et en même temps une certaine continuité. Voilà. Au niveau de l'évolution, comme je dirais, on a en premier lieu la 2G, la 3G qui vont progressivement disparaître. On l'a vu qu'il y a déjà les opérateurs américains, même la Suisse, qui ont déjà fermé certaines technologies, en Allemagne aussi. Donc, je dirais, actuellement, on est dans une grande tendance où tout l'écosystème cellulaire est en train de fermer des technologies qui étaient avec une certaine obsolescence et avec aussi des passages sur des technologies qui sont émergentes, ont été lancées ou qui ont des belles promesses qui arrivent avec la 5G. Ce qui est important de noter ici, c'est que pour Orange, nous, la 4G restera pendant de nombreuses années vraiment une technologie qui est la technologie qui va principalement satisfaire les besoins IoT, notamment les besoins qui étaient des besoins satisfaits auparavant par la 2G et la 3G. On pense que dans l'univers de la 4G, avec la 4G en 4.1 ou sinon le LTEM ou le NB-IoT, qui sont le mobile IoT, donc qui vont permettre, qui fonctionnent sur la 4G, on considère que ce sont les technologies qui vont satisfaire la plupart des besoins pour les réseaux publics au niveau de l'IoT. Et donc, il est important de voir que la 5G apporte un certain nombre de promesses, des promesses notamment de Critical IoT ou de Massive IoT, mais on pense vraiment que, notamment sur le Massive IoT, il va falloir un certain nombre d'années avant véritablement que cette promesse se développe dans l'univers 5G. Je pense que c'est plutôt vers la fin de la décennie qu'on commencera à avoir une promesse autour du Massive IoT sur la 5G. Et c'est plus dans la continuité de la 4G qui sera compatible et qui suivra les évolutions de la 5G. C'est plus le LTEM et le NB-IoT qui vont assurer cette promesse dans les prochaines années. Et au niveau de tout ce qui est low power,
pense toujours que LoRa a sa place, a vraiment été une technologie qui, jusqu'à présent, est la technologie la plus performante au niveau de la consommation énergétique. Et elle va continuer à perdurer dans notre portfolio. C'est clair, on a annoncé, alors, il y a eu certains mouvements sur le marché, notamment sur le marché français, avec un de nos concurrents qui a annoncé la fin de son réseau. C'est la raison pour laquelle on s'est permis de communiquer, ce qu'on fait jamais traditionnellement, pour dire il y a une pérennité à minima jusqu'en 2027. Il faut bien comprendre que 2027 est vraiment à minima, hein, donc ça, on ne s'empêche pas du tout, bien au contraire, de pouvoir continuer avec ces technologies. D'une manière générale, on revoit régulièrement notre portfolio de technologies, hein, et le NB IoT, par exemple, est régulièrement réétudié et on repositionne régulièrement en fonction des besoins des marchés, hein. J'en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Mais voilà, il faut comprendre qu'on est en permanence à l'écoute des besoins de nos partenaires et qu'on peut être amené à faire évoluer ce portefeuille. Alors, si on parle des différentes technologies, donc LoRa, comme je l'ai déjà dit, LoRa pour nous c'est la meilleure technologie pour tout ce qui est smart metering, hein. C'est un réseau qui a vraiment des très belles promesses au niveau de la basse consommation et de la pénétration dans des lieux en deep indoor. Comme l'a dit Thierry, c'est un protocole très sécurisé. On a un réseau national en France avec une très bonne couverture qu'on peut éventuellement densifier localement à travers des macro gateways ou éventuellement des nano gateways. Et on repose sur un écosystème qui est vraiment très très dynamique, hein. Donc actuellement, dans le groupe Orange, on l'a lancé en France, en Roumanie, en Slovaquie. Pour nous, c'est quand même une technologie qui est essentiellement sur le marché, sur des marchés nationaux pour l'instant. On le positionne véritablement comme une technologie, entre parenthèses, domestique, hein. Et comme je l'ai dit, sur le water metering, par exemple, ou le smart building. C'est vraiment une très belle technologie pour ça. On voit qu'il y a un intérêt du marché pour cette technologie. On a actuellement une forte croissance de notre parc de clients qui utilisent du LoRaWAN. La 2G, 3G. Donc, comme j'ai dit, on s'insère dans un mouvement global, hein, de toute l'industrie des télécoms de renouvellement, hein, de la technologie. Donc, on n'est pas à part. D'ailleurs, on le voit très bien parce que lorsqu'on a annoncé l'année dernière au GSM World Congress qu'on allait fermer la 2G en 2025 et la 3G en 2028, au début, il y a eu un petit peu je dirais, de troubles chez nos concurrents opérateurs, mais on voit qu'ils finalement, ils ont annoncé récemment différentes dates qui sont très très proches de nos dates, hein, globalement. Donc, on va dire qu'en France, globalement, avant la fin de la décennie, il n'y aura plus de 2G, plus de 3G. Et donc, il faut vraiment commencer un mouvement. Là, on s'est donné quand même 5 années pour pouvoir avancer sur le passage à une nouvelle technologie. Comme j'ai dit précédemment, essentiellement une technologie qu'on voit comme étant surtout le LTE-M ou le 4.1, hein, la 4G 4.1. On va commencer à communiquer de manière forte vis-à-vis de nos clients ce semestre. Et il y a un certain nombre de services qui vont être proposés pour accompagner, hein, nos clients avec une démarche personnalisée à chaque fois, hein. Vous en entendrez sans doute parler prochainement. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition qu'il faut commencer dès à présent, hein, pour pas se retrouver surpris à la fin du mois, à l'arrivée de 2025. Là, ce qu'on sait sur la fermeture à l'heure actuelle, c'est que ce sera une fermeture nationale, hein. On n'est pas du tout pour l'instant sur une fermeture progressive et par région. On est plus sur alors ça pourrait changer, mais pour l'instant, on est plus sur une fermeture qui sera à un seul moment sur l'ensemble du territoire métropolitain, hein. J'attire votre attention aussi sur le fait que pour ceux qui éventuellement ont des objets ou des projets dans les dom-toms, on n'est pas nécessairement sur les mêmes dates entre France-Caraïbes, hein, et La Réunion, par exemple, où il peut y avoir des dates qui peuvent varier aussi, hein. Donc là, on est vraiment sur les dates qui sont sur la France métropolitaine. Le LTE-M, comme j'ai dit, c'est vraiment la suite de la 2G, 3G pour nous, hein.
une excellente technologie qui a l'avantage de permettre de faire du SMS, d'être dans un environnement où on peut à la fois bénéficier de tous les avantages je dirais, d'une norme à 3GPP avec certaines nouvelles fonctionnalités qui permettent avec le Power Saving Mode ou les DRX de préserver l'autonomie du terminal ou d'avoir une couverture qui peut être améliorée par la répétition des messages de manière plus importante. C'est une technologie qui se développe bien au niveau de l'international, au niveau du roaming. Il y a un petit warning qu'il faut avoir par contre, nous qu'on a dit que certains opérateurs se tentent à faire de la VoLTE sur le LTE-M. Jusqu'à présent, les tests qu'on a faits montrent qu'il faut être vraiment dans de très très bonnes conditions pour pouvoir faire de la voix avec du LTE-M. Ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, on recommande pas nécessairement d'aller sur cette technologie si on veut faire de la voix sur 4G. Et donc, on est sur la plupart des cas d'usage qu'on peut avoir dans le suivi de trackers. Ça va être aussi tout ce qui est surveillance, surveillance des bâtiments, des actifs, des maisons, vraiment sur des cas d'usage assez classiques. Et c'est une technologie qui est répandue en France, Luxembourg. On a un certain nombre de filiales. Vous pouvez voir en bas de la slide, je dirais les acronymes des filiales qui ont lancé cette technologie au sein du groupe Orange. Le NB-IoT. Alors, le NB-IoT, on n'a pas encore de NB-IoT en France. Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, on considère que LoRa est une technologie qui satisfait tout à fait les attentes du marché en termes de basse consommation. Vous le connaissez bien, c'est une déclinaison de la 4G. Elle est plus frugale que le LTE-M, elle est plus couvrante aussi, mais des usages qui sont essentiellement, je dirais, statiques, où on ne va pas pouvoir faire de SMS, on ne va pas pouvoir faire de voix. On a testé la solution et on a certaines filiales du groupe comme la Belgique ou l'Espagne qui utilisent le NB-IoT car il y a un certain intérêt au niveau local pour cette technologie. En France, on se pose régulièrement la question, on se la posera sans doute par la suite. Pour l'instant, on est toujours sur cette idée que LoRa reste la meilleure technologie pour le low power. La 5G. Donc la 5G, vous la connaissez bien. On verra qu'il faut bien distinguer de quel type de 5G on parle. Mais donc là, elle a déjà été lancée, elle est déjà disponible pour une partie de sa promesse. Mais ça reste quand même, je dirais, pour la plupart des besoins en réseau public, une technologie qui va être utilisée sur des cas plutôt rares, je dirais, s'il y a besoin d'un réseau national pour l'instant. À terme, peut-être ça va évoluer avec notamment dans le secteur de l'automobile qui pourrait amener à utiliser de plus en plus cette technologie. Mais pour l'IoT, c'est une technologie qui peut être parfaite pour tout ce qui est campus, usage campus, avec toutes les promesses dont je vais parler dans les prochaines slides. Mais ça reste au niveau d'un usage en public, réseau national. Il y a peu de cas d'usage finalement qui utilisent cette technologie pour l'instant. On pense qu'à terme, ça va se développer. Ça va se développer notamment avec l'arrivée d'améliorations qui rendront la 5G plus adaptée à l'IoT. Donc, c'est une technologie qu'on va déployer sur un nouveau cœur de réseau virtualisé au sein d'Orange, cœur de réseau qui va aussi utiliser la 4G. Donc, on a une pérennité 4G, 5G qui utiliseront le même cœur de réseau virtualisé chez Orange. Et bon, c'est une technologie qui est intéressante parce que, bien évidemment, au niveau de la consommation énergétique au giga, elle est bien meilleure que les anciennes technologies et elle nous permet de bien mieux optimiser les fréquences, l'usage des fréquences qui est quand même la denrée rare pour un opérateur et qui nous permettra de vous amener pas mal de promesses. Donc, si on peut détailler sur la 5G, il y a deux types de 5G. Alors, il y a la 5G NSA qui a déjà été lancée, non standalone, qui est une 5G qui va utiliser
à la fois le réseau radio 5G et la 4G qui va l'agréger, qui a été lancé il y a maintenant 2 ans, qui apporte la promesse juste d'un débit supérieur, pas n'importe quel débit, hein, c'est quand même un bien meilleur débit, mais pas nécessairement d'amélioration sur le débit upload. C'est ce c'est ce qui est important de noter. Sur la 5G, il ne faut pas s'attendre nécessairement à une amélioration très importante. Il y a une amélioration, mais pas très importante sur le débit upload qu'on peut avoir pour les objets. Donc, pour certains cas d'usage, il faut en avoir conscience. Et donc, là, elle est déjà disponible, cette technologie. Et bon, on va évoluer avec la 5G SA prochainement. Je dirais que c'est une question de semestre vers une technologie qui va être avec une radio et un cœur pur 5G. Et donc ça va nous permettre d'amener toutes les promesses dont vous avez entendu parler, hein, qui vont arriver. Donc l'UMBB, c'est la 5G non standalone, hein, qui est donc cette promesse essentiellement d'avoir cette augmentation du débit x10 par rapport à la 4G, la possibilité d'avoir vraiment d'être très efficace en mobilité et une latence qui est améliorée. Bon, l'étape suivante, ça va être vraiment l'Ultra Reliable Low Latency COM, hein, qui est vraiment le Critical IoT qu'on va connaître essentiellement, surtout pour des usages campus. Et donc, qui va vous intéresser au niveau de l'IoT, mais si vous êtes sur une zone plutôt restreinte, hein, avec la possibilité et l'avantage qu'on aura avec la 5G, de pouvoir à la fois, je dirais, une très bonne latence en local du ressort de la milliseconde et pouvoir avoir des objets qui peuvent se déplacer sur un réseau national et profiter, dans ce cas-là, un peu plus des l'IMBB ou éventuellement de débits qui pourront être garantis. Hein. Le mobile, le massive machine, on peut en parler, mais jusqu'à présent, première chose, on ne voit pas le besoin d'une densité, d'avoir beaucoup d'objets au kilomètre carré pour l'instant au niveau de l'IoT. La promesse, je dirais qu'elle est déjà, on peut la satisfaire en grande partie grâce aux technologies existantes sur la 4G. Et donc, pour l'instant, on ne va pas apparaître. On va surtout voir apparaître RedCap, je dirais d'ici entre 4 à 5 années. Le RedCap va sans doute arriver sur le marché français avec cette capacité, cette technologie qui va nous permettre vraiment d'avoir un très bon mix pour satisfaire les besoins pour des objets connectés sur un réseau national, tout en ayant à la fois cette efficience au niveau de l'énergie, la bonne couverture. Bref, je dirais, ce sera le remplaçant sans doute de ce qu'on peut dire être le 4.1 à l'heure actuelle. Le slicing. Alors, il y a beaucoup de choses au niveau du slicing qui sont dites. Ce qui est important de voir, là, vous avez les dates qui ont été les dates initialement annoncées. Je pense que, à raison de quelques semestres peut-être de différence, hein, c'était les dates initiales, on va sans doute être assez proche quand même de ces dates. Ce qu'il faut noter, c'est qu'initialement, on va avoir essentiellement le principe de la slice, hein, c'est la possibilité d'avoir une QoS, hein, des spécificités au niveau de la connectivité au sein du même slice qui permettent vraiment d'ajuster au mieux l'usage de la radio, l'usage de la connectivité en fonction du cas d'usage que l'on a. Et donc, au début, il faut s'attendre à avoir peu de slices. Hein. Il y en aura, ce sera plutôt des slices par marché et qui seront plutôt assez génériques. Et au niveau d'un slicing international, ça ne va pas venir avant plusieurs années, hein, c'est très clair. Donc, on va être sur un usage qui va être plutôt assez restreint dans un premier temps. Par contre, à partir de un peu plus que 2025, on va avoir la capacité à avoir des slices qui seront peut-être plus adaptés à certains cas d'usage. Hein, mais pour l'instant, il faut vraiment avoir conscience que à court terme, la promesse de slice de la 5G, elle va être plutôt assez générique. Hein. C'est ce qui est important de noter.
Oui, merci Grégoire. Grégoire va rester avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin du webinaire. Donc, il y a déjà des questions qui sont posées. On y répondra évidemment à la fin du webinaire. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Marc, qui va nous faire un exposé sur les plateformes qui enrichissent justement cette connectivité. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de LiveObject. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est notre plateforme de gestion des objets connectés et des données qui sont envoyées par ces objets. Et en fait, l'objectif de la plateforme, en fait, c'est de prendre en charge toute la complexité technologique des différents réseaux, des différents protocoles, pour réduire le coût et vraiment simplifier les projets IoT sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, le premier volet, c'est sur la partie intégration qui est rendue beaucoup plus simple par LiveObject, dans le sens où elle vous permet de raccorder une variété d'objets connectés, que ce soit du 0G avec LoRaWAN ou du Sigfox aussi, des objets cellulaires ou plus largement des objets IP. On verra sur la base de quel protocole plus tard. On dispose aussi de connecteurs qui permettent de raccorder des clouds d'objets. Donc, j'ai mentionné Sigfox. Il y a également des objets qui utilisent de la connectivité satellitaire, par exemple avec Kineis. Grégoire l'a évoqué tout à l'heure. Donc, en fait, voilà, LiveObject permet d'agréger ces différents types de connectivité. LiveObject au milieu va permettre de gérer les objets, évidemment, de filtrer les données qui sont transmises, éventuellement de les transformer, de les enrichir, notamment avec des outils codeless comme Node-RED, qui est disponible directement dans LiveObject. Et ensuite, on a également des connecteurs sortants qui vous permettent d'acheminer cette donnée directement dans les clouds publics, AWS, Azure, GCP, voilà, Flexible Engine, ou bien dans votre IT propriétaire. Et voilà, donc ça, notre métier, c'est vraiment de collecter les données d'où qu'elles viennent et de les acheminer jusqu'à l'endroit où vous allez vouloir les traiter. LiveObject, c'est une plateforme API First, ça veut dire que l'intégralité des fonctionnalités sont disponibles via API. Une partie sont disponibles sur le portail, ça ne fait pas sens d'avoir nécessairement toute la richesse fonctionnelle dans le portail. On a également une appli mobile qui permet de dessiner aux techniciens, j'y reviendrai un peu plus tard, qui est une version ultra simplifiée qui permet de faire surtout du monitoring. Et puis également, on a des SDK qui sont disponibles sur GitHub qui vous permettent de prototyper très rapidement avec LiveObject. Alors, deuxième volet, une fois qu'on a fait de l'intégration, c'est sur la partie déploiement. Et donc, on a intégré un protocole très récemment qui s'appelle Lightweight M2M, j'y reviendrai un peu plus tard. Et grâce à Lightweight M2M, on dispose maintenant d'une fonctionnalité qui s'appelle le Bootstrap. Alors, le Bootstrap, c'est un mot un peu barbare, mais je peux vous le simplifier en vous disant que ça permet de vraiment simplifier la partie installation dans le sens où ce que vous avez à faire, c'est allumer le device. Une fois que vous avez allumé votre équipement, l'équipement va contacter le serveur de Bootstrap pour dire « Ok, je suis tel équipement, où est-ce que je dois aller me connecter? Quelles sont mes clés de sécurité? Et quelle est ma configuration que je dois utiliser ?» Donc, en faisant ça, en fait, ça permet, de simplifier parce que vous n'avez plus du tout la phase de préconfiguration des devices un par un. Ça permet aussi de renforcer la sécurité puisque les clés de sécurité sont générées à la volée, personne ne les voit. Donc, c'est vraiment les clés de sécurité en phase d'exploitation qui sont protégées par ce mécanisme automatisé over the air de distribution des clés de sécurité. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le zero touch provisioning. C'est en fait les équipes d'installation ont juste à installer physiquement l'équipement et l'allumer. Voilà. Et éventuellement, on le verra après, juste après d'ailleurs, c'est en transition. Grâce à l'appli LiveObject Sensor, ça permet aux techniciens d'installation de vérifier que l'équipement communique bien et a bien la bonne configuration. Donc avant de partir, passer à l'installation suivante, vérifier que l'installation qui vient d'être faite est conforme. Et donc, améliorer la performance de l'installation. Troisième volet, une fois que vous avez installé, c'est comment est-ce qu'on va simplifier l'exploitation en fait, du parc d'objets. Donc, LiveObject, pour ça, dispose de plusieurs atouts.
On a tout ce qui concerne la gestion de l'inventaire, parce que dès que vous avez des parcs importants, c'est nécessaire de les classer pour pouvoir retrouver rapidement où est-ce qu'ils sont installés, quel use case, etc. On a des services d'IA, je vais vous en parler juste après, qui permettent de s'assurer que les équipements fonctionnent correctement et de mettre en lumière ceux qui commencent à avoir des comportements qui sont susceptibles d'être anormaux. Voilà, ça remplace pas l'analyse humaine, mais ça permet de dégrossir en fait le travail de supervision. LiveObject a également des outils de diagnostic avancés dans le sens où on commence à avoir des informations qui proviennent de la carte SIM, puisque pour les devices cellulaires, la carte SIM, c'est une composante du device, donc on peut pas se priver d'avoir cette vue-là sur la connectivité cellulaire. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui concerne l'orchestration, parce qu'un parc massif, c'est bien, mais vous pouvez pas vous permettre de faire des commandes, enfin, déployer unitairement, équipement par équipement, de la configuration, etc., ou du firmware update. LiveObject va vous permettre d'orchestrer tout ça et de suivre l'avancée des campagnes de configuration ou de mise à jour de firmware. Donc ici, je vous présente très rapidement les outils d'analyse IA avec la catégorisation du rythme d'émission des devices qui sont connectés, des transitions des devices qui fonctionnent bien, qui se mettent à ne pas fonctionner, des devices qui ne communiquaient pas, qui se remettent à fonctionner. Voilà, du coup, ça permet de suivre un petit peu les transitions au sein de votre flotte. Et puis, évidemment, la totalité, enfin, la liste des devices qui nécessitent l'attention du gestionnaire de flotte. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de ne pas s'occuper des devices qui fonctionnent bien. Sur la droite, là, vous avez un petit exemple d'information de carte SIM qui est associée à un équipement. Donc, vous avez des informations sur le statut de la carte SIM, si par exemple elle a été suspendue parce que la consommation est devenue anormalement élevée. Voilà, donc ça permet de récupérer des informations et d'avoir un premier niveau d'analyse directement dans LiveObject. Alors, LiveObject, ça ne remplace pas la gestion de la carte SIM qui est faite sur la plateforme de gestion de la connectivité, mais vous avez un lien direct ici avec ce bouton qui vous permet d'accéder directement à la fiche de gestion de la carte SIM dans la plateforme de gestion de la connectivité. Un petit point sur lequel j'attire l'attention, en fait, en récupérant les informations de la carte SIM, on récupère aussi quelque chose qui peut être très utile, c'est la localisation par le réseau cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des équipements pour lesquels vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une très grande précision, mais néanmoins avoir besoin de savoir dans quelle zone il se trouve. Et en fait, par ce lien avec la connectivité, on peut récupérer l'emplacement approximatif de l'équipement grâce à l'antenne à laquelle il s'est raccordé pour envoyer son dernier message. Donc, dans certains cas, ça peut permettre d'économiser l'ajout d'un GPS, si le use case le permet, évidemment, dans l'équipement. Alors, je vous parlais de Lightweight M2M, c'est un nouveau protocole qu'on a intégré l'année dernière et qu'on continue à développer au sein de LiveObject. C'est un protocole auquel on croit très fort. Alors, par le passé, LiveObject supportait le MQTT, qui est un protocole qui est très, très populaire, mais qui est, ce qu'on constate, c'est que les implémentations se concentrent surtout sur la télémétrie, donc la remontée de données, et très peu sur les fonctionnalités de device management. Donc, quand on dit device management, c'est de la configuration à distance, de l'envoi de commandes, et le truc super important, la mise à jour de firmware pour optimiser le device, enfin mettre à jour les éléments de sécurité, améliorer la consommation électrique, enfin tout ce que vous voulez. Lightweight M2M, c'est un protocole qui prend en charge tout ça. Donc à la fois la partie télémétrie, mais aussi toutes les fonctionnalités de device management. Alors c'est pas un protocole qui est tout nouveau, hein, c'est un protocole qui existe depuis 2017, standardisé auprès de l'OMA. Qui est utilisé par pratiquement tous les fabricants de modules cellulaires, les Quectel, Sierra, Semtech maintenant, Nordic, tout ça. Voilà, en fait, quasiment tous utilisent le Lightweight M2M. C'est un protocole qui spécifie une structure de données. Quand je dis structure de données, ça ne veut pas dire que c'est contraignant, dans le sens où vous ne pouvez pas en sortir. Justement, c'est une structure de données que vous pouvez compléter si vous avez besoin de manipuler des données on va dire propriétaires ou qui vous sont spécifiques à vos use cases. Je donnerai juste un aperçu après.
Donc, ça simplifie en fait toute la phase de mise en place et de conception de votre projet IoT. Certains parlent d'une économie de l'ordre de 30, jusqu'à 30% de la phase de conception des devices. Sur la sécurité, on repose sur des protocoles de sécurité qui sont standardisés, donc TLS ou DTLS, on y reviendra juste après aussi. Et enfin, c'est un protocole qui est relativement frugal et qui peut tourner sur des environnements assez contraints. Donc, c'est assez compatible avec des objets qui sont autonomes, voilà, sur lesquels on essaye de réduire la bombe. Alors, j'ai perdu le contrôle. Ça y est. Je passe très rapidement sur l'empilement des couches techniques pour ceux à qui ça parle. Aujourd'hui, l'implémentation qu'on a sur LiveObject, c'est au-dessus de CoAP, UDP, DTLS. Alors, l'avantage de cette implémentation-là, c'est qu'elle est très souple. Elle va fonctionner aussi bien sur LTEM que NB-IoT. Contrairement au MQTT, sur lesquels on pourra rencontrer des problèmes de performance sur NB-IoT. Donc, c'est le deuxième avantage en fait du Lightweight M2M, c'est que c'est beaucoup plus versatile, ça nous paraît beaucoup plus versatile et plus complet que le MQTT. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent depuis maintenant 6 mois sur ce protocole-là. Alors, pour vous donner un petit exemple en image comment fonctionne le Lightweight M2M, sur cet écran-là, vous avez un équipement que j'ai référencé dans la plateforme, que je n'ai pas encore utilisé. Et je vous invite à regarder ici cette partie Device Twin. C'est le jumeau numérique en quelque sorte de l'objet. Pour l'instant, l'équipement n'a pas été allumé. Et une fois que je l'allume, si je ne vais pas trop vite, pardon, vous allez récupérer toute cette liste-là. Alors, je peux vous présenter ça comme étant des capacités du device. C'est tout ce que le device sait faire. En fait, c'est ça un peu le changement de paradigme avec Lightweight M2M, c'est que le device présente à la plateforme ce qu'il sait faire. Donc, à la fois les informations qui concernent le device, mais aussi les données qu'il est susceptible de communiquer. Donc, on voit qu'ici, il fait un capteur qui a de la température, de l'humidité, qui sait gérer de la lumière, il y a un accéléromètre, etc. Donc, ça, c'est très important parce que ça vous montre que, en fait, avec Lightweight M2M, les plateformes n'ont pas besoin de connaître les devices au préalable. Pour ceux qui ont fait du LoRa, ça vous parlera. Toutes les notions de décodeur, c'est des choses qui n'existent pas. Ou pour les personnes qui ont fait du MQTT, le formatage de la payload, la structure de la payload, c'est quelque chose ce sont des problématiques qu'on n'a plus avec le Lightweight M2M, justement parce que la structure de données est standardisée. Pas nécessairement les données, parce qu'on peut étendre le référentiel de données. En revanche, la structure de la donnée est toujours un peu la même. Alors, c'est ce que je vous montre dans l'écran qui suit. Par exemple, si on prend la donnée de type température, ça fait partie des données qui sont standardisées dans le format Lightweight M2M. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations au sujet de la température, du capteur de température. Vous avez la valeur qui est mesurée, mais vous avez le min, le max qui a pu être mesuré, la plage de mesure du capteur, les unités, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, hein. Vous voyez ici dans la colonne, en fait, la seule chose qui soit obligatoire quand vous mesurez de la température, c'est la valeur que vous mesurez. Par contre, tout le reste, c'est de l'optionnel. Vous pouvez l'implémenter si vous le souhaitez. Voilà, ça dépend de la complétude de ce que vous voulez gérer. Et puis, autre chose qui est très importante, c'est dans cette colonne opération-là. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est sur ces différentes informations. Il y a des données que vous pouvez lire uniquement. Il y a des données que vous pouvez lire et écrire. Par exemple, l'application tab, c'est quelque chose qui va vous dire, ça permet c'est une information qui permet de caractériser un peu plus la température. Donc, par exemple, ça pourrait être température extérieure. Voilà. Mais c'est quelque chose, comme c'est quelque chose que vous pouvez écrire, c'est aussi quelque chose que vous pouvez modifier à distance. Et puis le petit E ici, c'est pour le execute, donc c'est une commande. Et par exemple, cette commande va permettre de remettre à zéro le min, le max des valeurs mesurées. Alors, je vous présente ça juste pour la température parce que c'est probablement un peu plus parlant. En revanche, ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous pouvez le transposer sur l'intégralité des fonctionnalités de device management.
Et je reviens juste un petit peu en avant, désolé Thierry. Vous avez ici, je vous montre juste, c'est un exemple, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres fonctionnalités, mais c'est le firmware update. Donc pareil, le firmware update, vous pouvez à distance indiquer où aller chercher le fichier de mise à jour, ou bien l'envoyer directement et déclencher par un execute l'application de la mise à jour. Voilà, donc en fait, j'ai l'habitude de présenter Lightweight M2M un peu comme un framework d'opération avec de la lecture, de l'écriture, de l'exécution à distance. Ça vous permet vraiment d'avoir un niveau de contrôle sur votre device à distance, ce qui est très difficilement faisable, à moins de passer énormément de temps sur la phase de spécification sur d'autres protocoles. L'avantage avec Lightweight M2M, c'est que ça arrive, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Voilà. Donc c'est vraiment très très fort et ça permet vraiment de gérer au mieux des flottes d'objets connectés. Alors, voilà, on a commencé à l'implémenter l'année dernière, et Gartner l'a salué dans la vision, enfin dans le Magic Quadrant, sur les 3 axes. Donc le Lightweight M2M, le fait qu'on propose maintenant le Lightweight M2M avec des fonctions complètes de device management, l'intégration des informations qui proviennent de la carte SIM et les connecteurs de sortie qui permettent d'aller directement sur les clouds du marché et donc faciliter la transmission des données vers vos business applications. Juste pour terminer, j'ai été très rapide, parce qu'il y a Thierry qui me speed. J'ai été très rapide sur la présentation du Lightweight M2M. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on fasse un deep dive ensemble, une démo live sur LiveObject, n'hésitez pas, contactez-nous, vous aurez les contacts, vous savez où nous trouver sur LinkedIn ou dans le groupe IoT Enthousiaste. On sera très content de vous en reparler plus en détail, calmement, et puis de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Très bien, merci Marc. Alors je dois accélérer parce que mes collègues sont très bavards, passionnants mais très très bavards. Alors justement pour les points de contact, vous connaissez tous, j'espère, le site iotjourney.orange.com qui non seulement donc explique les nouveautés, mais aussi qui vous met en avant en tant que partenaire. Alors la seule condition, c'est de faire au moins une affaire ensemble, hein, qu'on ait un cas client donc intéressant. Vous avez le QR code sous vos yeux ici. Vous avez un deuxième média que vous connaissez tous pour la plupart, puisqu'on a fait toutes les invitations sur LinkedIn. Hein. C'est notre groupe IoT Enthousiaste, qui est un groupe fermé donc de professionnels de l'IoT qui comprend plus de 2300 membres et dans lequel vous pouvez donc vous aussi évidemment communiquer sur vos différentes offres et nouveautés. Sachez aussi que nous vous accueillons un petit peu à l'image de ce que racontait Marc sur Lightweight M2M. On peut vous accompagner également sur la 5G. Nous avons la chance d'avoir de multiples Orange Lab. Ce sont en fait des centres qui vous permettent de tester en avant-première beaucoup de choses sur la 5G, notamment sur la 5G SA qu'on a mentionné. Donc vous êtes un petit peu en avance de phase par rapport au marché et vous pouvez donc tester de manière thématique et géographique vos différents projets d'IoT. Donc soyez les bienvenus également. Vous avez également tous les points de contact pour cette partie-là. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement IoT Continuum. Donc ça, c'est un programme vraiment pour industrialiser, hein, depuis le design jusqu'à l'industrialisation de différents produits avec des quantités assez significatives. Et la beauté du système, c'est que ça vous permet d'avoir tout de bout en bout jusqu'à l'industrialisation complète par le groupe Lacroix. Donc je vous encourage là aussi à nous contacter, un petit peu comme Tico l'a fait, pour lancer différents produits. Une petite page de pub aussi, hein, pour montrer combien d'objets nous gérons avec donc toute la puissance du groupe. Aujourd'hui, plus de 30 millions d'objets sont gérés. Et voici en fait les stars qui vous accompagnent. Hein. Donc vous avez côté Orange Business Sylvain Herfort et Zoé Boulet, donc pour toute la partie plus commerciale, business développement. Côté technique, nous avons donc l'inoxydable Laurent Chivot et puis donc l'équipe LiveObject avec Eric Combe et Marc Delin qui vient de parler succinctement. Alors, je vous invite maintenant à donc, poser vos différentes questions. Si vous ne l'avez pas déjà fait par écrit, on va évidemment y répondre. Je vous ai indiqué également un petit QR code pour un petit sondage très rapide, hein, je vous rassure, de satisfaction et puis d'évaluation en fait de ce webinaire.